Après avoir étudié de nombreux schémas dans le moment précédent, nous allons maintenant nous intéresser à ce que nous appelons le schéma Guimpert. Alors le schéma Guimpert, qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, ça se réfère au problème de transformation au sens de la typologie de Vergniaud, tout d'abord. Et le terme Guimpert, en fait, c'est un terme générique que nous utilisons pour désigner les problèmes qui impliquent des gains, des pertes, donc comme les problèmes qui sont liés aux pertes de billes, aux dépenses d'euros, donc, et des problèmes qui mobilisent des termes tels que monter, descendre, avancer, reculer, donc des termes connexes à la notion de gain ou de perte. Alors cette capsule va proposer des indications de progressivité, mais elle ne va pas les cibler dans les cycles. Hein. Ces indications de progressivité vont être plutôt se focaliser sur le niveau de difficulté des problèmes, les difficultés qu'ils peuvent poser aux élèves, et les difficultés notamment de conceptualisation. Donc en fait, il s'agit de proposer des problèmes dans un certain ordre qui permettent de lever certaines difficultés. Donc cette présentation ne sera pas non plus exhaustive sur le sujet, puisqu'on pourrait multiplier vraiment les exemples, donc ce n'est pas le propos, mais il s'agit ici de donner des grandes lignes. Et enfin, surtout, elle ne fera pas tous les problèmes liés à ces problèmes de transformation, puisqu'effectivement, ce sont des problèmes qui posent des difficultés aux élèves. Alors justement, en parlant des difficultés des problèmes de gain-perte, on va rappeler quelques évidences. Donc il y a une réelle difficulté conceptuelle pour les élèves, puisque ces problèmes, donc on est dans un degré d'abstraction assez important. Donc en fait, on va donner quelques conseils. Donc il s'agit là vraiment de travailler sur des énoncés simples qui ne proposent pas de difficultés langagières. Donc on va simplifier ces énoncés. On va aussi éviter de mettre des difficultés techniques ou d'inverser l'ordre des mots, des présentations des données. Donc on va éviter de faire ça au moins au départ. Donc on ne veut pas mettre les élèves en difficulté, ni dans des opérations très complexes, puisque ça ne porterait pas un grand intérêt. Et donc il va s'agir aussi également de toujours vérifier la maîtrise des problèmes travaillés avant de vouloir en aborder des nouveaux. Donc ça c'est essentiel, puisqu'on va beaucoup fonder notre travail sur les analogies entre les problèmes, et notamment donc les problèmes étudiés auparavant. Donc il y a une progressivité à respecter dans la présentation des exercices, puisqu'il va falloir veiller à une gradation des niveaux de conceptualisation. Il va falloir aussi expliciter, comme je l'ai dit déjà, les liens et les analogies entre les différents problèmes. Donc ça est constitutif de l'approche. Donc il y a une importance aussi de la reformulation, et donc cette reformulation, ce recodage sémantique, dirait Sander, donc, est lié au fait que nous voulons dresser des liens avec le modèle additif que nous avons vu dans la capsule précédente. Donc là, cette reformulation, elle va permettre de favoriser un réinvestissement du travail qui a été effectué auparavant, donc ça va nous permettre d'isoler les difficultés. Alors le processus de modélisation, finalement, sur les schémas Guimpert que nous allons présenter, il se déroule en deux étapes. Alors on va tout d'abord constituer un premier schéma à partir de l'énoncé, donc un schéma Guimpert dont on verra les règles de construction d'ici quelques minutes. Et donc ensuite on va travailler sur l'analogie avec un modèle additif connu. Donc ensuite viendra une phase de calcul, donc il pourra partir de l'un ou l'autre des schémas obtenus. Et donc en fait, ce qui est important, c'est que cette phase de calcul s'appuie sur des automatismes qui sont à disposition de l'élève, donc des automatismes qui ont pu être travaillés dans les exercices précédents. Donc c'est pour ça qu'il s'agit avant tout avant d'aborder ces problèmes, d'avoir déjà bien travaillé, bien consolidé les connaissances, notamment sur le modèle additif. Alors on peut s'intéresser à des premiers faits intéressants. Alors, une première idée, qu'il est intéressant de travailler avec les élèves pour les faire réfléchir, c'est de considérer une situation où on gagne des billes le matin, on perd des billes l'après-midi.
Et on va appuyer notre réflexion sur un schéma en barre, mais aussi sur la réflexion mentale. Donc il y a une première évidence, c'est qu'un gain et une perte égaux vont se compenser. Alors on va poser d'abord la question à l'oral, que se passe-t-il si je gagne 12 billes et que je perds 12 billes? Que se passe-t-il à l'inverse si je perds 12 billes et que je gagne 12 billes? Bon, évidemment, on va se trouver qu'on n'a ni gagné ni perdu à la fin de la journée. Donc en fait, les deux barres sont... Donc ensuite, on peut représenter deux barres donc de même longueur, et donc on va comprendre que ces gains et ces pertes se compensent. On va pousser un tout petit peu plus loin la réflexion, une forme d'évidence également, donc un gain supérieur à la perte qui suit, ben, ça induit globalement un gain. Donc on va prendre ça poser ça à l'oral sur un exemple aisément calculable. Donc on peut prendre par exemple 14 billes gagnées, 10 billes perdues. Donc là, naturellement, le fait de recourir au nombre 10 permet à l'élève de trouver par la procédure de son choix qu'il lui reste 4 billes. Et on pose la même question si la perte est supérieure au gain. Donc normalement, la réflexion et le débat à l'oral va montrer que globalement, cela induit une perte. Donc on propose encore une fois des exemples numériques aisément calculables. Donc on recourt à 20 là par exemple. Et donc on voit que la barre des pertes du 23 est supérieure, plus grande à la barre des gains. Donc finalement, on a perdu plus de billes que gagné, ce qui est le cas exactement contraire du cas précédent. Alors l'idée 2, c'est qu'on peut même s'appuyer sur le schéma pour trouver une stratégie de résolution. Alors plus précisément, donc si on a gagné 14 billes, puis perdu 10 billes. Alors comment on peut faire? On voit bien que les billes gagnées sont celles en fait qui nous restent à la fin de la journée, sont celles qui dépassent. Alors on va le formaliser. On va donc mettre un petit... on va couper un peu symboliquement, schématiquement ces barres et on va montrer que les billes restantes se situent ici. Donc ce premier fait permet de poser des idées assez fortes. Alors, il y a un second fait qui est intéressant et qui, là, et encore une fois, est une sorte d'évidence, mais qu'il faut clarifier avec les élèves, c'est que des billes gagnées, ça s'ajoute aux billes déjà acquises, aux billes déjà possédées. Alors, on peut pour cela recourir à une reformulation de l'énoncé qui va permettre de particulariser les billes gagnées. Donc, encore une fois, donc on va recourir au recodage sémantique cher à Sander. Donc là, on a 18 billes, on gagne 7 billes, combien ai-je de billes? Eh bien, on va particulariser la couleur de ces billes. Donc on va dire, j'ai 18 billes roses, je gagne 7 billes vertes, eh bien combien en ai-je? Et là, on voit apparaître une analogie avec un modèle additif qu'il aura fallu travailler bien en amont. C'est le problème de partie-tout. Donc on voit bien les billes roses qui s'ajoutent aux billes vertes et on se pose la question de combien ai-je de billes en tout. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup travaillé. Donc ça va favoriser l'identification très intéressante entre les objets que l'on gagne et les objets que l'on possède. Donc déjà on sait que les objets gagnés s'ajoutent aux objets possédés, donc c'est un peu la définition de gagner des choses. Donc, mais inversement on peut aussi penser que, en débattre, que des objets possédés initialement, par exemple le matin, eh bien, peuvent être des objets qui ont été gagnés. Donc, ont été gagnés antérieurement, par exemple, ils ont été gagnés la veille. Donc ça permet de favoriser cette identification, et puis ça permet de valider en quelque sorte que le fait qu'on nous allons représenter en fait les billes possédées et les billes gagnées ensemble. Alors, un premier exemple donc du processus de modélisation en deux étapes. Donc un exercice donc, que l'on vient de voir en fait. Et donc là, ce qu'on appelle le schéma gain-perte, donc en fait on va procéder sur deux lignes. Donc une première ligne qui concerne les gains et la ligne du bas on va noter toutes les pertes. Alors on va utiliser l'analogie entre l'identification plutôt que l'analogie entre les billes que l'on possède et les billes que l'on gagne. Donc là en l'occurrence il s'agit de billes que l'on gagne, donc c'est facile de les représenter. Donc là on a 18 billes gagnées le matin, on en perd 7 l'après-midi,
Et la question que l'on se pose, c'est combien en ai-je gagné sur la journée. Donc on voit bien que ce que l'on a gagné sur l'ensemble de la journée, c'est ce qui dépasse. Et donc on a maintenant en fait une analogie avec un modèle additif. Donc on peut au besoin utiliser une reformulation. On peut dire par exemple, j'ai gagné 18 billes ce matin, des bleues et des vertes, et je perds les 7 billes vertes l'après-midi. Donc on obtient ce schéma, j'aurais pu plutôt dire rose d'ailleurs. Et donc nous avons donc ce modèle additif qui a été travaillé. Donc là on sait bien qu'on cherche une partie, donc en fait on va faire une soustraction. Donc l'idée là c'est de travailler d'abord sur des nombres simples. Donc là 18, 7, pour ne pas poser de problème technique sur le calcul ou de poser un problème conceptuel à l'élève qui ne maîtrise pas des grands nombres par exemple. Donc il va être bloqué avant même de commencer l'exercice, mais vraiment de travailler sur la structure mathématique sous-jacente. Là, en l'occurrence, on avait un problème de recherche de parties. Donc voilà, il va falloir rendre les choses les plus simples pour les élèves pour se concentrer sur la reconnaissance du modèle et le calcul qui peut en découler. Et donc une fois qu'on a bien compris, bien pratiqué ce modèle, eh bien on va faire varier les nombres. Donc là, on va plutôt travailler dans le registre du calcul. Et effectivement, vont se reposer les mêmes problématiques. Est-ce que l'on pose le calcul? Est-ce que l'on met des retenues, etc. Donc ça, c'est des propos qui, dans un deuxième temps, vont être plutôt de l'ordre du registre du calcul. Donc après ces premières études, et notamment l'étude de ce premier exemple, nous reprenons des repères de progressivité. Donc là, on va travailler, par exemple, plutôt au départ, donc après une maîtrise forte des problèmes additifs modélisés par le modèle additif que nous avons vu à la capsule précédente. Donc là, on va travailler à la recherche de l'état final. Donc, on a un exercice, on a des billes le matin, il se passe quelque chose entre-temps, et donc on se demande combien de billes on a à la fin de la journée. Donc là, c'est assez évident. Donc là, on utilise quand même l'analogie, l'identification entre des billes que l'on possède et des billes que l'on gagne. Donc ces billes que l'on possède, les 18 billes que l'on possède, ce sont potentiellement des billes que l'on a gagnées la veille. Et en tout cas, les 7 billes que l'on gagne s'ajoutent bien aux billes que l'on a. Donc en fait, on met ces deux cases dans la ligne des gains et nous ne perdons rien. Donc en fait, nous n'avons rien dans la ligne des pertes. Donc finalement, on retombe sur un problème de recherche de tout. Donc on peut au besoin recoder en disant j'ai 18 billes roses et je gagne 7 billes vertes, donc combien de billes ai-je? Donc là, on a un modèle additif avec la recherche d'un tout. On prend un deuxième exemple, cette fois-ci avec une perte. Et donc, nous notons les 18 billes que nous avions dans la ligne des gains et les 7 billes perdues dans la ligne des pertes. Donc, combien de billes ai-je en fin de journée? Et bien tout simplement, c'est ce qui dépasse, encore une fois, et donc on retombe donc sur ce modèle donc, qui est un modèle additif où nous recherchons une partie. Donc c'est pareil, on peut particulariser les billes par la couleur. Donc je perds mes 7 billes vertes, combien ai-je encore de billes à la fin de la journée? Il ne me reste que mes billes roses. Alors la recherche de l'état initial, eh bien, ça va être assez semblable. Il est vrai que c'est un exercice qui pose beaucoup plus de difficultés conceptuelles à l'élève de manière générale, puisque on ne sait pas d'où on part, on ne connaît pas. Et donc après, on va opérer sur des quantités que l'on ne connaît pas. Et là, la puissance de notre approche, enfin en tout cas celle que nous pensons pouvoir être utile aux élèves, c'est qu'en fait, on va matérialiser ces quantités. Alors, une quantité effectivement que nous ne connaissons pas, puisque ce matin, j'arrive à l'école et donc j'ai une quantité indéfinie de billes, mais je vais la représenter malgré tout par un rectangle, donc avec un point d'interrogation dedans. On aurait pu marquer le mot inconnu aussi, comme on a pu voir la capsule 4. Le midi, on en perd 15. Donc on en met 15 dans les pertes. Alors ça pose la petite question quand même de est-ce que je fais la barre des gains plus grande que la barre des pertes?
Mais vu que le soir, donc ça peut être un premier état, un premier essai de schéma, mais en faisant remarquer à l'élève, en questionnant l'élève sur le fait qu'il lui reste des billes le soir, ça veut donc dire qu'il en a perdu moins que ce qu'il avait au départ. Donc de toute façon, dans ce type de problème, on peut imaginer qu'on ne nous fait pas crédit, donc on peut jouer au maximum le nombre de billes. Donc en tout cas, ça permet d'obtenir assez facilement ce schéma gain-perte, et donc il se réfère donc finalement combien de billes avais-je le matin. On aimerait bien le savoir, on sait que c'est un peu plus que 15, donc en fait finalement si on connaît la quantité qui dépasse par rapport à 15, eh bien on aura trouvé la réponse. Autrement dit, donc là c'est 12, il nous restait 12 billes le soir, et donc là on utilise le fait qui a été vu avec les élèves, qui est intéressant dans un débat qu'il faut avoir fait avant, c'est que les gains et les pertes égaux se compensent. Donc là, on utilise ce fait-là, et donc il reste le 12, et donc finalement, on retombe sur ce modèle additif, qui finalement donc, est une fois de plus un recherche d'un tout, donc un modèle additif. Nous connaissons les deux parties, donc finalement, les 15 billes roses que j'ai perdues et les 12 billes vertes qui me restent le soir, si je dois les reformuler, et donc on a bien un schéma connu. Donc on peut prendre un deuxième exemple, donc cette fois-ci, on en gagne le midi, et donc le soir, on a 23 billes. Alors, encore une fois, on en gagne le midi, donc on va marquer 15 billes dans la ligne des gains. Et donc on avait des billes le matin, mais on ne sait pas, donc finalement on va marquer une première case rose avec un point d'interrogation puisqu'on ne connaît pas le nombre de billes le matin, et on met toujours dans la ligne des gains les 15 billes gagnées. Et encore une fois, on va retomber donc sur un modèle donc additif, donc avec cette fois-ci la recherche d'une partie, et encore une fois, en particularisant la couleur des billes, ça nous permettrait de pouvoir favoriser cette analogie pour des élèves qui ne la percevraient pas. Donc voilà, donc avec des billes roses, des billes vertes. Alors il y a aussi les problèmes où l'on recherche la transformation. Donc on connaît le nombre de billes le matin, on connaît le nombre de billes le soir, et on se pose la question de ce qui s'est passé le midi. Donc là, dans cet exercice, on sait que l'on perd des billes. Donc là, ça va être un peu plus facile pour nous, puisque dans le schéma gain-perte, il va suffire de marquer que le matin, j'ai 27 billes, donc j'ai 27 dans la ligne des gains, puisque ce sont comme encore une fois, l'identification entre les billes gagnées et les billes possédées est utile. Donc la perte que l'on ne connaît pas, mais on la note malgré tout par un rectangle, encore une fois, avec un point d'interrogation, le nombre inconnu. Et donc, ce qui reste le soir, c'est 12 billes. Donc on a encore une fois ce qu'il reste et ce qui dépasse. Et on retombe assez aisément sur un modèle partie tout, où l'on recherche une partie. Donc là, recodage sémantique va nous permettre encore une fois de particulariser ces billes. Donc on prend un deuxième exemple, cette fois-ci, donc on ne sait pas, donc là l'intéressant, on sait qu'on joue aux billes, mais on ne sait pas si on gagne ou si on perd, et donc la question posée est un peu plus difficile, puisqu'on va demander à l'élève que s'est-il passé le midi, et donc là il y a une réflexion à avoir, puisque nous avons 27 billes le matin, et le soir il ne m'en reste que 12. Donc là, effectivement, c'est une question qui peut être posée. Est-ce que tu en as gagné, est-ce que tu en as perdu, puisque il a soit gagné, soit perdu. Et donc là, effectivement, on va avoir qu'il a perdu des billes, donc, et ça va permettre de lancer la modélisation, et puis donc de tomber sur un modèle additif et dont on connaît les procédures de résolution. Alors, donc il y a évidemment les problèmes de composition de transformation. Alors ceux-ci, ils sont assez évidents, puisque j'ai repris donc là pour vous pointer cette analogie extrêmement forte, le fait que l'on ait déjà créé une analogie entre des billes que l'on possède et des billes que l'on gagne, il suffit de rajouter à l'énoncé de la dernière fois le mot gagner, et donc on est au sens de Vergniaud sur un problème de composition de transformation, alors qu'en réalité on est complètement sur la même structure mathématique, la même structure additive, donc les mêmes relations, la même modélisation entre ces nombres. Donc les 18 billes que l'on a gagnées plus les 7 billes qu'on gagne l'après-midi, eh bien voilà, ça se met dans la ligne des gains. Et donc nous retombons sur ce problème où finalement on cherche combien de billes ai-je en tout. Donc finalement c'est que c'est 18 billes plus ces 7 billes, donc on cherche un tout.
De même, on a retransformé l'exercice de la même manière en rajoutant le mot gagner. Donc là, on est dans un problème de composition de transformation et on obtient exactement le même modèle. Donc ça, c'est très important de le faire, de l'expliciter aux élèves et de leur faire remarquer et de leur faire aussi verbaliser pourquoi ce sont les mêmes schémas, et qu'est-ce qu'ils jouent. Et là, effectivement, le mot gagner, le fait de considérer que des billes gagnées sont des billes que l'on possède, eh bien, tout simplement, c'est un bon argument. Donc, en fait, c'est pas tant ici le fait de résoudre l'exercice que finalement de pouvoir verbaliser, expliciter l'analogie. Donc là, on est vraiment dans un progrès, une progression de l'élève dans la métacognition par rapport à la résolution de problèmes. C'est dans les liens qu'il va pouvoir dresser entre les problèmes. Il va enrichir son répertoire de résolution et ses connaissances. Donc voilà, donc c'était un modèle de recherche. Alors donc là, nous voyons encore un problème de composition de transformation, mais cette fois-ci, on va prendre un problème complexe avec plusieurs transformations, c'est-à-dire là, en l'occurrence 3. On pourrait d'ailleurs en prendre plus. Et est-ce que ça va poser problème? Donc dans les résolutions qu'on peut avoir coutume de voir, on va le résoudre par étapes. Hein, on va essayer de considérer ce qui se passe, et ce n'est pas évident, puisque là on voit par exemple qu'on perd 12 billes le midi alors qu'on n'en a gagné que 5 le soir. Donc là finalement, qu'est-ce qui se joue? Il se joue finalement qu'à une étape intermédiaire, on a perdu des billes, donc on serait quelque part dans un nombre à crédit, donc en fait on aurait un débit, donc voilà, on serait dans les nombres négatifs. Donc est-ce que ça va poser un problème avec ce schéma gain-perte? Eh bien non, puisque tout simplement les 5 billes gagnées se mettent dans la ligne des gains, les 2 pertes se mettent dans la ligne des pertes, et on retombe effectivement, encore une fois, sur donc le modèle classique, puisque là, cette fois-ci, on demande effectivement, ai-je gagné des billes ou perdu des billes? Donc on voit bien que là, ici, on a perdu plus de billes que gagné, et après combien? Combien on se réfère, donc on obtient ce modèle additif, puisqu'on cherche finalement une valeur inconnue, et on peut transformer ce modèle en un autre modèle. Voilà, on ajoute le 12 et le 7, et là c'est très intéressant, puisque finalement on raisonne en ajoutant les pertes, et on retombe sur un schéma classique de partie tout, où l'on recherche une partie. Donc ce travail sur les procédures est vraiment intéressant. Et c'est l'occasion, j'aurais pu le dire un peu plus tôt, mais c'est l'occasion quand même de remarquer que dans tous nos travaux, sur les compositions de transformation notamment, eh bien tout simplement il y a une disparition de la composante temporelle, donc l'ordre n'apporte absolument pas. On aurait perdu les 12 billes l'après-midi, on aurait perdu les 7 billes le matin, on aurait inversé, le schéma serait identique, et ça c'est un point très important à faire remarquer aux élèves, et donc il faut faire des variations. Je ne vais pas le faire là, dans le cadre de cette présentation, ce serait un peu fastidieux, et ça rajoutera en longueur, mais il faut le faire auprès des élèves, de faire varier l'ordre des choses qui interviennent, et de leur poser la question à la fin, est-ce que c'est important au final? Ils vont s'apercevoir que non, ils vont sûrement le verbaliser, mais en tout cas il faut qu'il y ait un débat là-dessus, et donc finalement ce qui est important c'est la quantité de billes gagnées et la quantité de billes perdues finales. Et donc c'est la comparaison des deux qui va permettre de répondre à la question. Alors, un troisième slide qui s'attache à la composition de transformation. Alors cette fois-ci, c'est quand on recherche une des composantes. Donc en fait, c'est un problème un peu plus difficile, puisque là, il y a une inconnue qui traîne à un moment. Donc en fait, on va encore avoir gagné, perdu des billes, mais le midi, on ne sait pas combien de billes on a perdu. Alors est-ce que ça pose réellement un problème? Eh bien, conceptuellement, il faut savoir que quand on propose ce problème, s'il y a même lieu de le proposer, c'est qu'on a face à nous des élèves qui maîtrisent. J'ai rappelé tout à l'heure, il est important de s'assurer que les élèves maîtrisent les problèmes travaillés avant d'en proposer de nouveaux. Et puis surtout d'éviter une technicité. Là, multiplier les transformations, ça n'a un intérêt réduit, si ce n'est que si cela met les élèves en réussite et si ça peut permettre de travailler la modélisation. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, tout simplement, nous avons gagné 5 billes le matin,
ça c'est sûr, mais l'après-midi, le midi, j'ai perdu un nombre de billes inconnu, donc je mets un point d'interrogation ou le mot inconnu, puis cette bille perdue l'après-midi. Et là, ce que l'on sait, c'est qu'en fait, en tout, j'ai perdu 14 billes. Donc, c'est-à-dire ce qui dépasse dans les pertes, eh bien, tout simplement, c'est 14. Donc, cette fois-ci, on retombe sur ce problème, sur ce modèle additif complexe, que l'on peut à nouveau retransformer, donc en faisant 5 plus 14 dans la barre du haut, puisque là, on est dans le registre du calcul intra-schéma. Donc, finalement, ce schéma est un schéma calculable, ça a été dit à plusieurs reprises, et on peut calculer. Donc là, je fais le 5 plus le 14, ça fait 19, et j'obtiens un schéma partie-tout classique avec une recherche d'une partie. Alors, nous terminons par un point sur les aspects didactiques assez forts et sur quelques points de vigilance que nous avons rappelés puis que nous rappellerons encore une fois. Alors, tout d'abord, il convient de remarquer que finalement, cette approche, en deux temps, pour avoir une modélisation en deux temps avec le schéma Guimpert et puis l'analogie avec les modèles additifs, ça transforme toutes les relations arithmétiques dans les problèmes grâce au schéma. Et donc on les transforme en des relations positives. Donc on n'a que des nombres positifs bien évidemment, puisque nous sommes en cycle 2, cycle 3. Mais niveau mathématique, c'est que nous nous référons au modèle additif. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, nous voyons que nous avons un réinvestissement des faits numériques connus et des automatismes. On peut se référer au dernier problème qu'on a vu. On a finalement le 19 qui est un tout, on a une partie à 7. Et bien, effectivement, ce travail, c'est assez naturellement, automatiquement, avec le fait d'avoir travaillé ça fréquemment avec sa classe. Et bien, l'élève va savoir qu'on fait bien effectivement, la réponse est 19 moins 7. Donc, et 19.7 qui peut être un résultat tout à fait connu. Donc on peut même avoir des élèves qui peuvent, avec le schéma, déjà répondre 12. Et là, en l'occurrence, il faut avoir explicité les attentes du professeur. Est-ce qu'il veut un calcul écrit ou est-ce que la réponse lui suffit avec une argumentation orale? Donc ça, ce sont des choses à préciser. Donc, il y a aussi, finalement, si on regarde bien, il y a une préparation au travail et à la découverte des nombres relatifs au collège, en particulier des nombres négatifs. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les pertes et les gains se compensent. Donc finalement, c'est que 7 plus moins 7, ça fait 0. Et de voir qu'en fait, on va éliminer, on va calculer ensemble les pertes. Donc on va calculer ensemble les nombres négatifs. Et on va calculer ensemble les gains, donc ensemble les nombres positifs. Et on va ajouter ça, comparer cela à la fin. Donc c'est vraiment un travail. Ce travail qui est fait dans les procédures de calcul en mise en œuvre dans ces problèmes de transformation, eh bien, tout simplement, c'est des travaux que l'on retrouve lorsque l'on manipule et que l'on calcule avec des nombres relatifs au collège. Alors, extrêmement important, c'est qu'il y a une disparition totale de la composante temporelle. Donc, puisque le modèle obtenu, encore une fois, se concentre sur la structure mathématique et les relations mathématiques entre les données. Alors, elle disparaît certes, mais le passage par l'intermédiaire du schéma Guimpert permet de pouvoir archiver, en quelque sorte, si on peut se permettre ce terme, d'archiver les données du problème et ensuite de pouvoir trouver le modèle équivalent. Donc c'est vraiment une facilitation en deux étapes et cette dimension temporelle en fait qui est surnuméraire n'a plus lieu d'être. Et c'est surtout, là j'en ai déjà un peu parlé, c'est qu'il y a une variété des stratégies de calcul qui est extrêmement intéressante. On peut fonctionner soit par étapes, encore une fois, c'est-à-dire qu'on fait des sous-schémas, on s'arrête et on peut trouver les réponses intermédiaires, ou soit on peut raisonner de manière plus globale, une fois que le schéma Guimpert est entièrement construit, et bien tout simplement on a après une modélisation avec un schéma additif qui va permettre de travailler. Donc là, notamment dans ces approches, on va être amené à calculer l'ensemble des pertes et l'ensemble des gains. Donc on est dans une stratégie plus globale et qui peut être une économie de moyens. Alors, 4 points de vigilance. Le premier, c'est qu'il faut absolument faire le lien avec le travail qui a été effectué sur les problèmes partie-tout. Donc on l'a pas mal montré dans ces exemples. Et donc en l'occurrence, il s'agit de, par exemple, utiliser la reformulation, donc le recodage sémantique,
et notamment par le biais de couleurs, on va particulariser les billes qui peuvent être gagnées, les billes qui peuvent être perdues. Alors un deuxième point de vigilance important, c'est il faut respecter le rythme des élèves, donc on ne va pas proposer trop vite des problèmes nouveaux, même si on a l'impression que ça marche, sans être sûr, sans avoir bien vérifié l'acquisition et la maîtrise des problèmes précédents. Puisque l'ensemble de cette méthode constitue en fait un continuum didactique finalement qui va se fonder sur le fait qu'on réutilise les problèmes maîtrisés précédents, les analogies, et donc après on sait les traiter dans le registre des schémas en barre pour aboutir à des calculs qui nous permettent de trouver la solution. L'avant-dernier point de vigilance, c'est le fait qu'il faut toujours vérifier les solutions trouvées. Alors, ce n'est pas uniquement pour être sûr qu'on a bon, mais c'est très intéressant puisque là, on a un retour réflexif sur une éventuelle modélisation erronée, puisque ces problèmes quand même restent abstraits, hein, on est dans des gains, des pertes, des choses qui peuvent être un peu floues pour certains élèves, et cette vérification des solutions, elle est à mettre en relation avec les références qu'on peut faire aux automatismes travaillés antérieurement, et même spécifiquement travaillés en maths. Donc là, il s'agit d'un travail intra-registre, hein, Richard Cabassu en parlera lors de la prochaine capsule. Donc on est vraiment dans le registre propre au calcul, qui n'est plus forcément lié à la modélisation à l'énoncé même de l'exercice. Et donc le dernier point de vigilance, c'est qu'il faut expliciter les analogies, donc notamment pour les élèves qui peuvent avoir un peu plus de difficultés. Et donc encore une fois, la reformulation va l'aider. Mais là, on est dans un principe encore un peu plus grand, c'est-à-dire que là, tout l'exposé s'est concentré sur des problèmes de billes, mais quand on a des problèmes de personnes qui avancent, qui reculent, et bien tout simplement, il faut savoir reformuler un peu comme la multi-présentation de Julot le permet, c'est qu'on va proposer des exercices qui ont des énoncés différents, mais dont la structure mathématique est équivalente. Donc là, il va bien falloir faire le lien, le fait en fait de, par exemple, monter, descendre, c'est peut-être l'équivalent d'un schéma verticalement posé par rapport à un schéma horizontalement posé. Donc il va falloir vraiment travailler, et c'est l'élément essentiel qui va permettre à l'élève de réinvestir tout ce qu'il a pu réussir, tout ce qu'il a pu travailler dans des cadres un peu différents, mais qui sont toujours des problèmes de gain-perte.